Le désespoir en politique est une sottise absolue. C'est une phrase que j'ai empruntée à Charles Maurras et je l'ai prise comme titre parce que je crois qu'elle correspond à l'esprit de notre colloque. Notre thème, je vous le rappelle, face au désespoir, s'engager pour la France catholique. C'est un thème d'espoir. Il fait pendant à celui de l'an dernier, qui lui parlait du chaos et était peut-être plus pessimiste. Mais dans les deux cas, la colonne vertébrale est la même. Il faut tenir, il faut agir, malgré le déferlement des fausses valeurs et les bouleversements révolutionnaires incessants. Nous avons aujourd'hui entendu divers témoignages sur les menaces que nous subissons. Tout d'abord, le Père Delacroix qui nous a rappelé que le Christ est toujours le point d'orientation de notre vie et de notre vie militante. Nous avons eu aussi les témoignages de militants, Cassandre Fristo et M. Simonour, qui nous ont montré comment on devait, au jour le jour, et là où on se trouve, agir. Nous avons eu aussi les spécialistes, M. Vernochet, M. Berton, qui nous ont montré l'enjeu géopolitique et l'enjeu métaphysique de ces luttes, car ce n'est pas uniquement, et d'ailleurs Saint Paul lui-même nous le dit, en nous disant ce n'est pas uniquement contre la puissance de la terre, vous luttez contre les esprits et les esprits mauvais. Et donc, effectivement, nous avons l'impression, en plus le diable ne se cache plus à notre époque. On disait autrefois que le diable se montrait dans les pays du tiers-monde, qu'il était encore très présent et que beaucoup de gens y croyaient, qu'il y avait des cas de possession, mais que le diable se cachait dans le pays d'Occident. Ça n'est plus le cas à l'heure actuelle, où le satanisme, je rappelle encore cette cérémonie des Jeux Olympiques, le satanisme est parfaitement visible. Alors, dans ce combat, nous sommes, bien sûr, puisque nous sommes ici, ça le prouve, nous ne voulons pas nous laisser faire et nous ne voulons pas aller ni à l'abattoir covidiste, ni au laminoir de la pensée politiquement correcte. Dans ce combat, nous n'avons guère à attendre des pouvoirs publics et des hommes ou femmes de pouvoir. Je ferai petite digression ici. Quand il y a des faits divers, et ils se multiplient à l'heure actuelle, des crimes, des faits divers criminels graves, et qu'on interroge une personne publique, on nous dit généralement « c'est inacceptable ». Et quand ils disent « c'est inacceptable », ça veut dire qu'ils sont en train d'accepter. Parce que c'est inacceptable, mais on ne doit quand même pas frapper trop fortement ces gentils délinquants. Donc j'ai vu récemment, vous avez vu des deux Algériens qui avaient été pris en train de piller une pharmacie. Ils ont certes été condamnés, mais dans les condamnations qu'ils ont eues, ils ont eu 10 ans d'interdiction du territoire français à la fin de leur peine. Pourquoi 10 ans? Pourquoi des gens qui se sont avérés, qui étaient d'ailleurs en situation irrégulière sur notre territoire, pourquoi 10 ans? Ça prouve qu'il y a chez les hommes politiques une préoccupation vraiment anormale et impensable de défendre l'indéfendable. Et quand ils disent c'est inacceptable, il ferait mieux de dire c'est indéfendable. On doit aussi déplorer d'ailleurs une série de lois tordues qui accordent avant tout protection aux délinquants. C'est la loi qui, par exemple, libère les prévenus dès lors qu'ils n'ont pas été interrogés dans le délai. Ces lois qui protègent les squatteurs et même favorisent les squats. Ces lois qui permettent à ceux qui sont rentrés illégalement de demeurer et de circuler librement. Donc tout ça, ce sont des situations inacceptables, mais nous ne voulons plus les accepter, à la différence des gens qui savent le dire, mais qui parole, et puis ça ne va pas plus loin. Donc, également, bien entendu, la situation de la justice, et je suis un homme de droit, vous le savez, et donc je trouve quand même anormal que l'on n'ait pas trouvé le moyen de responsabiliser les juges, ne serait-ce que ceux qui prononcent les mises en liberté, et que l'on n'ait pas trouvé le moyen non plus d'interdire leur politisation et leur syndicalisation. Il y a des professions où on ne peut pas se syndiquer, il y a des professions où on exige une certaine neutralité. Pourquoi les juges ne sont-ils pas dans ce cas-là? Donc, je dirais qu'on n'a pas grand-chose à attendre des pouvoirs publics et des institutions publiques. Ça ne veut pas dire pour autant
que l'on doit être découragé. Bien sûr, nous aurons des gens découragés qui vont nous dire la politique intérieure dans cette fin de Ve République, car elle semble bien malade, c'est le moins qu'on puisse dire, n'a pas beaucoup de remèdes. La politique étrangère est affligeante, avec notamment les deux conflits de l'Ukraine et du Proche-Orient. L'opinion est conditionnée par des médias menteurs, et donc elle nous échappe. Et donc certains disent il faut baisser les bras, se réfugier dans la prière, se réfugier dans une thébaïde quelconque en attendant la fin. Ceci, c'est une erreur, et une erreur totale. Tout d'abord, même au plus bas, il faut toujours garder l'espoir. Et nous avons l'exemple de notre Seigneur lui-même. Quand le Christ a été crucifié, les apôtres ont cru que tout était fini. C'était d'ailleurs le calcul du Sanhédrin, en disant une fois Jésus éliminé, ça sera terminé. Mais les apôtres ont eu quand même le bon goût de ne pas se séparer. Ils sont restés unis par la prière, et aussi, il faut le reconnaître, un peu par la peur. Mais ils sont restés ensemble. Et quand la résurrection a été annoncée, ils ont pu repartir à l'assaut du monde, et ils ont pu christianiser le monde. Donc, on a été quand même, avec la crucifixion, au plus bas. Et malgré ce plus bas, il faut penser à un sursaut. Dans un tout autre genre, et chez des gens qui nous sont assez éloignés, je pense à une phrase assez amusante, je crois qu'elle est de Clémenceau. C'était lorsque le général Boulanger avait gagné une série de circonscriptions, c'était un triomphe électoral prodigieux. Et il paraît qu'un personnage, je crois que c'est Clémenceau, sort sa montre et dit « Je vous annonce qu'à cette heure-ci, le boulangisme commence à baisser. » Bon, c'est-à-dire qu'au moment du triomphe des adversaires, il a dit « Oui, bon, ils ont gagné, c'est vrai, mais ce n'est pas pour longtemps, ce n'est pas pour toujours. » Donc c'est cela qu'il faut faire. La roche tarpéienne est près du Capitole, et quelquefois les situations changent vite. Moralité aussi, il faut toujours se tenir prêt. Bien sûr, ça ne sert à rien si l'adversaire perd du pouvoir, mais si nous ne sommes pas capables de faire autre chose. Rappelons-nous l'évangile des vierges sages et des vierges folles. Les vierges sages ont toujours leur lampe qui est prête, alors que les vierges folles, quand l'époux revient, ne sont pas prêtes. Il ne faut pas, c'est assez grave justement d'être dans cette carence. Il y a donc toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelque chose. Alors bien sûr, l'aspect spirituel, le Père n'est plus là avec nous, mais enfin, je ne vais pas le remplacer, je vais vous dire, mais enfin, je pense que la prière, effectivement, et la vie spirituelle sont essentielles, et que la vie spirituelle irradie le reste de la vie. On a remarqué, même des sociologues athées ont constaté que, par exemple, les moines étaient des gens qui avaient un équilibre tout à fait remarquable, et donc la vie spirituelle est plutôt bonne, même, j'allais dire, d'un point de vue même matériel. Bien sûr, il y a aussi la formation. Cela a été dit et je le redis, la formation doctrinale est essentielle. Il faut entretenir une élite intellectuelle. Je parle d'une élite intellectuelle, ce n'est pas du tout une élite sociale, ça peut l'être, mais ça peut aussi venir de milieux beaucoup plus simples. Et d'ailleurs, cette élite, il est bon qu'elle soit un peu partout. Il est bon que, bien sûr, il est très bon qu'il y ait une bonne aristocratie, une bonne bourgeoisie, de bons savants, mais il est bon aussi qu'il y ait parmi les artisans, par exemple, ou parmi les paysans, des gens qui aient à la fois du bon sens et qui connaissent les grands principes et qui ne s'en laissent pas raconter. Donc il faut entretenir ça, et c'est la condition de la survie d'ailleurs de nos groupes, mais aussi de notre nation, de savoir entretenir une élite. Alors là, c'est justement le problème, c'est le problème de la lecture. Vous savez que le livre a tendance à être un peu déserté, et c'est très malheureux. Nous avons tout ce qu'il faut, et nous avons même plus qu'il ne faut. Je renvoie à quelques titres comme Pour qu'il règne, comme L'enquête sur la monarchie, comme le livre de Monseigneur de Lassus, comme Epiphanius, un livre très important sur la société secrète. Nous avons tout cela. Nous avons aussi des analystes. Nous avons eu le cas, aujourd'hui, nous avons eu deux spécialistes. Nous avons des géopoliticiens, nous avons des analystes. Ces gens que n'écoutent pas les hommes publics, d'ailleurs. Nous avons en France des spécialistes. Je me rappelle quand il y a eu les premiers attentats islamistes, les hommes politiques qui étaient étonnés, surpris de ce qui s'était passé. Alors qu'en réalité, nous avions les meilleurs spécialistes, mais ils n'avaient pas pris le fait de les lire. Ils n'en ont d'ailleurs toujours pas lu. Ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire que les hommes politiques disent, après tout, je n'y serai plus. Donc, pourquoi s'inquiéter de la France dans 20 ans ou dans 30 ans. Donc, nous avons
nous, quant à nous, un trésor doctrinal des auteurs, et donc nous devons les lire. Nous devons lire des livres, nous devons lire des revues, nous devons lire des choses de qualité. J'insiste aussi sur l'action. Nous avons d'ailleurs même des manuels d'action, je pense à celui de Jean Housset, l'action, ou bien à ceux du colonel Chateau-Jobert, Doctrine d'action contre-révolutionnaire. Ce n'est sûrement pas les seuls, mais enfin ils sont très bons. Un conseil, si j'ose dire, mais là on va voir mon esprit conservateur ou réactionnaire, se méfier des nouveautés. Saint Ignace dit qu'il ne faut pas changer ses résolutions au moment de la tentation. Et la tentation, nous la connaissons tous les jours. Donc, restons fidèles à nos principes, restons fidèles à nos idées. Si nous avons des gens qui trouvent quelque chose d'absolument génial, laissons les choses s'éprouver un petit peu. Nous avons l'expérience des siècles derrière nous. Et puis, voilà, tout ceci, c'était pour les individus. Il faut aussi, bien sûr, penser un peu collectif, et même tout à fait. Et notamment, il faut développer ce que Jean Housset appelait une amitié au service du vrai. Nous devons essayer de trouver des personnes à qui nous avons des affinités et avec qui nous pouvons développer cette connaissance et cette culture de contre-révolution. C'est très important. Une armée vaincue, ce que nous sommes quand même malgré tout, il faut le reconnaître, quand elle recule en bon ordre, constitue des hérissons ou des bastions. Et c'est ce qu'il faut faire, et puis parce que c'est de là que repart l'offensive par la suite. Donc il faut absolument que nous nous regroupions, que nous connaissions les gens. C'est une chose qui a été dite tout à l'heure et qui est tout à fait vraie. Ce n'est pas au moment de l'épreuve que l'on connaîtra les gens, ce serait mieux de les connaître avant. Il y a aussi deux modes d'action, j'en avais parlé l'an dernier, donc je ne vais pas rester longtemps dessus, les élections et les associations. Alors les élections, je sais qu'il y a les pour et les contre, il y a des gens qui disent qu'il faut absolument s'abstenir, etc. Mais même que l'on s'abstienne ou que l'on ne s'abstienne pas, l'élection est un temps où les gens s'intéressent à la politique. Donc c'est un temps où l'on peut faire de la propagande. C'est un temps où vous pouvez joindre les gens et où vous pouvez leur indiquer des choses intéressantes qu'ils n'écouteraient pas en temps ordinaire. Donc c'est important. J'irai plus loin d'ailleurs en disant que je crois, quelqu'un tout à l'heure, M. Berton a parlé de la présence d'avoir des juges, d'avoir des avocats, d'avoir des professeurs, d'avoir des gens, etc. Mais je pense aussi que dans les pouvoirs publics, c'est très bon d'avoir des représentants. Et certaines choses sont à notre portée. Il y a beaucoup de petites communes où nous pouvons, au nom du bien commun, réussir à imposer des personnes. Et c'est important. Alors plus haut, les législatives, voire la présidentielle, ça peut être candidature témoignage, ça peut dans certains cas aussi, on peut trouver des gens intéressants et on peut trouver des gens malgré tout qu'il faut soutenir. On peut aussi quelquefois avoir une raison d'intervenir dans l'élection pour barrer, après tout les castors, ce n'est pas uniquement nos adversaires d'extrême gauche, hein. Nous aussi nous devons quelquefois barrer des gens nuisibles. Donc je pense quand même que c'est un levier que nous ne savons pas utiliser. Nous n'aimons pas le bulletin de vote en général, nous sommes peu démocrates dans notre ensemble, je dois le dire, mais malgré tout, c'est Maurras lui-même, hein, qui était quand même pas un grand démocrate, disait le moyen est petit mais il faut le jouer. Bien sûr, on ne changera pas la forme du régime par l'élection. Ça pourrait être une surprise, mais enfin, c'est peu vraisemblable. Mais en revanche, on peut empêcher le pourrissement et même quelquefois mettre des gens pas mauvais. Il est bon d'avoir un bon maire, par exemple. C'est une chose importante à laquelle il faut penser. Alors il y a aussi les associations, moyens efficaces le mouvement associatif. J'ai réfléchi beaucoup et j'ai réfléchi notamment à la suite de la dissolution de Civitas. Vous savez que j'avais des liens, tout en rappelant que l'association Sainte-Geneviève n'est pas Civitas, et n'est pas soumise ni à Civitas ni à Civitas International. Nous n'avons aucun lien hiérarchique, ni aucun lien financier. C'est dommage d'ailleurs, hein, j'aimerais bien qu'on ait quelque chose. Enfin, Civitas n'est pas très riche, donc je ne peux pas leur en vouloir. Mais nous sommes totalement indépendants. Bon, malgré tout, donc, je réfléchis là-dessus. Civitas, c'était quelque chose j'en ai fait partie, et je ne le renie pas, et Mathieu également en faisait partie. C'était quelque chose de grand. Nous avons fait un mouvement, un parti qui avait une ambition nationale et qui pouvait dans certains cas se faire entendre, qui a fait de grandes manifestations, etc. Malgré tout, j'ai relu récemment un texte de Jean Housset qui critique ce genre de groupement en disant attention, c'est quelque chose qui est très exposé. Et je ne suis pas sûr qu'il faille refaire un grand mouvement.
je pense que un grand mouvement, c'est possible, pour ce qui était par exemple le Front National, Jean-Marie Le Pen, parce que lui avait un objectif électoral, ou de présence au moins électorale. Nous, ce n'est pas notre objectif principal. Donc je crois qu'il vaut mieux faire une série d'associations, et faire des associations pour chaque chose. C'est-à-dire qu'on va faire une association, par exemple, si nous voulons défendre les paysans, ou une association pour défendre telle ou telle cause particulière, ou même pour les élections, on peut avoir effectivement un groupement, mais qui sera spécialisé, ne sera pas... mais voyez, je pense qu'il vaut mieux une série d'associations qui s'entendent bien, plutôt que de créer une grosse association qui est l'objectif dans le point de mire de nos adversaires. Et donc, voilà, c'est juste une idée pratique qui m'est venue compte tenu des circonstances récentes. Alors, en conclusion, je pense que nous voulons faire des petits groupes, certes, mais unis par la doctrine et par la foi, c'est-à-dire unis par en haut. Nous sommes tous des Christéros, nous sommes tous des défenseurs du règne de Christ roi. Et donc nous sommes là, et je pense qu'on pourrait prendre la comparaison avec le Mont Saint-Michel, n'est-ce pas, où vous avez un soubassement, et ce soubassement c'est la foi. Un soubassement, et puis des murailles qui sont la bonne doctrine, et à l'intérieur de ce monument, eh bien, on se réfugie, et on a aussi une base de départ pour l'action. Et donc je prends un peu cette comparaison, et je dis il faut faire une espèce de Mont Saint-Michel spirituel, en quelque sorte. Donc, je pense que, bien sûr, il faut réagir là où nous sommes, comme on le disait. Il faut aussi lutter contre la désinformation qui est toujours menaçante. Et là, nos spécialistes nous en ont montré. On nous fait prendre des vessies pour des lanternes, et les médias menteurs sont la cause. Et il faut donc toujours se méfier de ce qu'ils disent. Et je terminerai en citant une phrase de l'auteur contre-révolutionnaire Blanc de Saint-Bonnet, qui écrivait dans son livre La Restauration en 1878. « Les catholiques finiront par avoir raison, et il n'y a qu'eux qui aient une doctrine. Car, même au point de vue politique, le catholicisme porte en réalité la vraie force, la force des croyances, d'où dérive pardonnez-moi, j'écris très mal. D'où dérivent les pensées, les lois, les mœurs, les institutions, seule force capable encore de se mettre à la tête du monde et de le ramener au port. Nous avons la seule doctrine. En fait, en face de nous, il n'y a que des pensées informes. D'ailleurs, on le voit, elles se transforment tout le temps. Et donc, nous avons une épée spirituelle, et donc il faut aller à ce combat. Rappelons-nous les épopées du passé, rappelons-nous la chevalerie, rappelons-nous, nous devons aussi être le sel de la terre, et nous ne devons pas nous confondre avec ce monde qui va vers sa destruction, et au contraire, nous devons essayer de lui montrer les quelques voies de salut qui peuvent lui rester, salut temporel et salut spirituel. Mais n'oublions pas le temporel quand même, ne faisons pas non plus uniquement du spiritualisme. Nous devons essayer de combattre aussi pour notre patrie. Merci de votre attention, et merci d'être venu à ce colloque, et nous souhaitons bien sûr vous revoir pour la suite.